Bonjour à tous. Alors que dans ce début d'année, les discours alarmistes se multiplient quant à la situation économique et politique de la France, je n'ai eu qu'à me baisser pour piocher aujourd'hui 3 points qui semblent préoccuper particulièrement l'opinion publique. Au programme aujourd'hui donc, l'incontournable dette publique, le serpent de mer de la balance commerciale avec un focus sur l'automobile, et enfin une évolution de la productivité française plutôt inquiétante. Et commençons donc tout de suite par nous intéresser à l'endettement de l'État français. Pourquoi cela semble-t-il tant inquiéter dans le débat public ? Le sujet de la dette française a ressurgi brutalement dans le débat public suite au dérapage des dépenses publiques en 2024. En effet, pour faire face aux chocs économiques entraînés par la crise de la Covid puis l'invasion de l'Ukraine par la Russie, l'État français a mis en place une série de politiques économiques visant à soutenir les entreprises et les ménages. On peut par exemple mentionner le bouclier tarifaire, dont l'objectif était notamment d'absorber une partie de la hausse des prix de l'énergie entraînée par la baisse des importations de pétrole et de gaz en provenance de Russie. Ces politiques de soutien à l'économie ont à l'époque été largement perçues comme légitimes, mais ont bien sûr entraîné une explosion du déficit public qui est passé de 2,4% du PIB en 2019 à presque 9% en 2020, pendant le confinement, pour progressivement atteindre 5,5% en 2023. Ces quelques dernières années ont donc coûté cher à l'État. Mais 2024 devait permettre un redressement des comptes publics puisque les effets des crises s'étaient largement résorbés. L'inflation étant par exemple redescendue à environ 2,4% en 2024 après un pic à plus de 7% début 2023. Le projet de loi de finances pour 2024, présenté par l'ancien ministre de l'économie Bruno Le Maire, prévoyait ainsi une baisse du déficit public avec l'objectif de passer de 5,5% en 2023 à 4,4% en 2024. Et c'est à partir de là que la situation s'est progressivement dégradée. Dès le printemps, une première révision annonce un déficit supérieur à 5%. Puis en fin d'année, c'est finalement un déficit à au moins 6,1% du PIB qui est annoncé, loin donc des 4,4% prévus. Et cette fois-ci, il n'y a pas de choc extérieur pour expliquer ce dérapage. Les explications seraient plutôt à chercher du côté du ministère de l'économie, qui aurait construit son budget sur des prévisions de croissance trop optimistes. Emmanuel Macron aurait lui aussi sa part de responsabilité, car il aurait bloqué tout budget rectificatif afin de ne pas voir son camp politique sanctionné aux élections européennes de juin dernier, avec des résultats plus que mitigés. D'autres raisons pourraient également être évoquées. Mais suite à la dissolution de l'Assemblée en juin dernier et à la paralysie politique dans laquelle le pays semble plonger depuis, la crainte est maintenant de voir ce dérapage budgétaire se poursuivre en 2025 et peut-être au-delà. À l'heure où ce texte est écrit, le gouvernement Bayrou a pour objectif de ramener le déficit entre 5,5 et 5% du PIB. Or, ce déficit vient alimenter une dette publique déjà conséquente et qui a dépassé les 3 300 milliards d'euros fin 2024, soit presque 114% du PIB. De plus, les taux d'intérêt auxquels la France emprunte ont également connu une hausse importante depuis que la Banque centrale européenne a relevé son taux directeur à partir de juillet 2022, pour lutter contre l'inflation causée par les chocs mentionnés tout à l'heure. Cela fait que la part du budget de l'État consacrée au paiement des intérêts de la dette, qu'on appelle aussi charge de la dette, est appelée à fortement augmenter dans les années à venir. Elle représentait autour de 50 milliards en 2024, soit autour de 1,7% du PIB, et pourrait représenter 3% du PIB d'ici la fin de la décennie. Pour récapituler, on a donc un État fortement endetté, qui ne parvient pas à contrôler son déficit et qui doit emprunter à des taux qui ont fortement augmenté depuis 2022. À cela, il faut ajouter une paralysie politique, avec un gouvernement sans majorité et qui n'est donc pas en mesure de fixer un cap permettant de modifier la trajectoire du déficit. C'est tous ces éléments mis ensemble qui forment un cocktail explosif et qui explique que la dette fasse un retour fracassant dans le débat public. Maintenant, quelles conséquences peut avoir une dette trop élevée sur la capacité de la France à faire face aux enjeux économiques et stratégiques à venir ? Le paiement des intérêts de la dette vient mécaniquement peser sur le budget de l'État et en 2024, il représentait presque 9% du budget général. Et cette part est appelée à augmenter dans les prochaines années. Or, plus la part du budget consacrée à la dette est grande, et plus la capacité de l'État à assurer ses missions et à investir pour préparer l'avenir se réduit, puisque son budget se voit grignoté par le remboursement d'intérêts. Cela remet bien sûr en cause la capacité de l'État à fournir des services publics de qualité. Mais nous allons ici nous concentrer sur les besoins d'investissement, qui sont colossaux. Tout d'abord, la transition écologique nécessite par exemple des investissements estimés à au moins 66 milliards d'euros par an, soit 2% du PIB jusqu'à au moins 2030. Le gros de ces investissements concerne le bâti et vise à le rendre moins énergivore grâce à une meilleure isolation thermique. Ensuite, la guerre en Ukraine a également mis en lumière un sous-investissement en matière de défense, et les dépenses dans ce secteur sont là aussi appelées à augmenter, si la France veut rester crédible et faire face à la montée des conflits armés. Enfin, on peut aussi mentionner le secteur de l'éducation et de la recherche. On sait que ces secteurs sont clés pour assurer des gains de productivité qui
qui sont les principales sources de croissance du pays. Ils permettent l'apparition et la diffusion des innovations et des connaissances, qui rendent le tissu économique plus efficace, ce qui contribue à la prospérité du pays. Or, si l'on prend les dépenses de recherche et développement, la France se situe en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE, avec des dépenses représentant 2,2% du PIB en 2022, loin derrière l'Allemagne à 3,1% ou la Corée du Sud à 4,8%. Ce retard en matière d'innovation pourrait freiner durablement la compétitivité des entreprises françaises et leur capacité à innover dans un monde de plus en plus concurrentiel. Mis à part la remise en cause des investissements essentiels à l'avenir du pays, un endettement trop élevé peut entraver la capacité de l'État à faire face à de futures crises. Ce graphique nous montre l'évolution de la dette publique française exprimée en pourcentage du PIB. On peut voir que celle-ci a fortement progressé suite à la crise des subprimes et suite à la crise liée au Covid et au confinement. Cela est dû au fait qu'en période de crise, porteuse d'incertitude, l'État est le seul à pouvoir soutenir l'économie, en dépensant sans compter. Cela évite aux entreprises et aux ménages d'avoir à encaisser un choc qui aurait des conséquences désastreuses en termes de faillite, de chômage ou encore de consommation. Le problème ici est que la France a laissé sa dette filer et n'a pas cherché à la résorber une fois les crises passées. Le risque est donc que l'endettement devienne si élevé qu'il remettrait en cause la capacité de l'État à agir lorsqu'une future crise surviendra, laissant les agents économiques face au choc engendré et plongeant la France dans un marasme pour de nombreuses années. L'endettement de la France est donc problématique, car il remet en cause la capacité du pays à assurer la prospérité future, en limitant la capacité de l'État à investir ou à faire face aux futures crises. Or, dans la période d'incertitude géopolitique dans laquelle nous entrons, avec l'augmentation des catastrophes climatiques, le retour de la guerre en Europe ou encore le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche, il est clair que l'État aura besoin d'autant de marge de manœuvre que possible, et la dette vient entraver celle-ci. La deuxième faiblesse que nous allons explorer dans cette vidéo concerne le déficit chronique de la balance commerciale des biens, en nous intéressant au secteur de l'automobile, qui est symptomatique de la trajectoire suivie par l'industrie française. Le déficit de la balance commerciale des biens de la France est un serpent de mer. Si on jette un œil sur l'évolution du solde de la balance commerciale française, on voit en effet que le dernier excédent enregistré date de 2002. Depuis, la France a systématiquement apporté plus de biens qu'elle n'en a exporté, et la tendance n'a fait que s'aggraver ces 20 dernières années. On est passé d'un déficit de presque 6 milliards en 2004 à presque 100 milliards en 2023. Sur ces 100 milliards de déficit, près de la moitié est imputable aux importations d'énergie et notamment aux importations de pétrole. Et si on laisse de côté l'énergie et qu'on se concentre sur les secteurs manufacturiers, on avait donc un déficit de 53,6 milliards d'euros en 2023. Cette situation est bien sûr problématique, puisqu'elle n'est pas soutenable et participe à l'endettement croissant de la France. Le secteur automobile est assez représentatif du long déclin de l'industrie française. Si l'on regarde le solde des différents secteurs sur les échanges de biens, on constate que l'automobile est le troisième plus gros déficit, si on laisse de côté le secteur de l'énergie et qu'on se concentre sur les biens manufacturés. La France affichait en effet un déficit de presque 24 milliards en 2023. Elle importait donc beaucoup plus d'automobiles et de pièces détachées qu'elle n'en exportait. Or, cela n'a pas toujours été le cas. Le secteur de l'automobile a longtemps été l'une des forces de la France en termes de commerce extérieur. Il présentait un excédent important des années 60 jusqu'aux années 2000, avec un pic en 2004. À cette période, l'excédent correspondait en fait à peu près au déficit qu'on constate aujourd'hui. Alors, que s'est-il passé en une vingtaine d'années ? Tout d'abord, on peut évoquer l'intensification des logiques de libre-échange, qui vise entre autres choses à accroître la concurrence subie par les entreprises et la main-d'œuvre d'un pays en provenance de l'étranger, afin par exemple d'accroître le pouvoir d'achat des consommateurs ou encore la rentabilité actionnariale. Cette logique a notamment été impulsée via l'Organisation mondiale du commerce ou le marché unique européen, et les constructeurs français ont tâché d'en tirer le meilleur parti. Ils ont ainsi fragmenté leur chaîne de valeur et ont délocalisé leur production vers des pays offrant un coût du travail plus faible, comme en Europe de l'Est, en Espagne, en Turquie ou encore au Maroc. Ces délocalisations peuvent avoir pour objectif de desservir des marchés locaux ou le marché français. Mais dans les deux cas, cela vient miner le solde du secteur de l'automobile. Ainsi, le nombre de voitures produites en France est passé de plus de 3 millions en 2004 à peine plus d'1 million en 2022. Ensuite, cette logique de libre-échange a entraîné une concurrence accrue des constructeurs étrangers, et notamment sur le marché français. Malgré les délocalisations et les baisses de coûts engendrées, les marques françaises ont perdu des parts de marché et ne représentent plus qu'environ 40% du marché français en 2022. Les véhicules de marques étrangères importés contribuant bien sûr au déficit commercial du secteur automobile. Et cette tendance ne semble pas prête de s'inverser. La transition vers les véhicules électriques déjà enclenchée est porteuse d'incertitudes. La Chine s'étant positionnée sur ces technologies bien en amont de tous ses concurrents,
les constructeurs chinois se retrouvent maintenant en position de force, et les pouvoirs publics français et européens, ainsi que les constructeurs français, vont devoir faire preuve de détermination, pour ne serait-ce qu'espérer faire face à la vague de voitures chinoises très compétitives. Pour résumer, le secteur de l'automobile français a connu un déclin depuis une vingtaine d'années, et est assez représentatif de l'industrie française en général. Celle-ci a été frappée de plein fouet par les logiques de libre-échange, voire de dumping, et le manque de vision industrielle de long terme des pouvoirs publics. Une certaine prise de conscience semble avoir émergé à l'échelon national, mais aussi européen, qu'on peut illustrer avec le soutien aux gigafactories de batteries sur le sol français, ou encore la mise en place de droits de douane sur les véhicules chinois. Mais la route est encore longue avant de voir un vrai redressement de l'industrie automobile française. Enfin, le dernier point que nous allons rapidement explorer ici est la récente panne de la productivité en France. La productivité correspond à l'efficacité du système productif, et on peut par exemple la mesurer et suivre son évolution en regardant la valeur générée par un emploi ou par une heure de travail. Donc, plus la productivité est élevée, et plus un pays sera en mesure de générer des richesses. Or, la productivité française semble avoir connu un coup d'arrêt depuis le Covid. Alors qu'elle était en constante augmentation depuis de nombreuses années, elle a naturellement chuté avec les confinements, mais semble depuis stagner. Elle est donc maintenant 8,5% inférieure à ce qu'elle aurait dû être si elle avait poursuivi sur sa tendance pré-Covid. Alors que s'est-il donc passé ? Quelques explications permettent de mieux comprendre le phénomène. Par exemple, sur les 8,5% de gains de productivité manquants, 1,2 point serait imputable à la hausse des contrats d'apprentissage. Le nombre d'apprentis a en effet plus que doublé entre 2018 et 2023, passant d'un peu plus de 400 000 à plus d'1 million. Cela s'explique notamment par des réformes venant faciliter la mise en place de ces contrats, comme par exemple des aides à l'embauche. L'objectif étant notamment de faciliter l'insertion des jeunes sur le marché du travail. Ces emplois en apprentissage sont néanmoins moins productifs que les autres, ne serait-ce que parce qu'il ne s'agit pas de temps plein et que les apprentis sont encore en formation. La hausse de ces contrats vient donc mécaniquement provoquer une baisse de la productivité mesurée. Ici, rien de vraiment inquiétant donc. D'un point de vue purement économique, ces emplois viennent se rajouter à ceux existants et font donc augmenter la valeur totale créée, sous réserve de ne pas se substituer à des emplois classiques. Ensuite, 1,4 point de gain de productivité manquant aurait pour origine l'entrée sur le marché du travail de personnes peu qualifiées, et donc occupant des emplois moins productifs que la moyenne. Cela peut en effet s'observer via le taux d'emploi, qui mesure la part de la population active occupant un emploi. Celui-ci est passé de 67% avant Covid à 69% en 2024. Or, les personnes les mieux qualifiées sont déjà intégrées au marché du travail, et cette hausse illustre donc surtout l'intégration de personnes moins qualifiées, possiblement suite aux diverses réformes visant à déréglementer le marché du travail, dans le but de faciliter les recrutements. Là aussi, la baisse de la productivité observée est en fait plutôt positive, puisqu'elle permet l'intégration sur le marché du travail de personnes jusque-là en retrait, et ces personnes vont donc participer à la création de richesses. Mais il faudrait tout de même regarder les implications de ces réformes en termes d'effets sur par exemple le taux de pauvreté. Enfin, on peut évoquer un dernier facteur explicatif des gains de productivité manquants. Il s'agit de la rétention de main-d'œuvre dans certains secteurs depuis le Covid. Cette rétention serait responsable d'1,7 point de productivité manquante. L'idée ici est que certains secteurs, comme la construction ou la fabrication de matériel de transport, ont été frappés de plein fouet par l'inflation et la hausse des taux d'intérêt qui ont suivi la crise de la Covid et la guerre en Ukraine. Ces secteurs ont vu leur chiffre d'affaires s'effondrer, mais cela ne s'est pas répercuté pleinement sur la main-d'œuvre. Les entreprises de ces secteurs n'ont pas licencié dans des proportions similaires à la baisse de leur chiffre d'affaires, et la valeur générée par chaque emploi de ces secteurs a donc diminué, entraînant une baisse de la productivité. Ici aussi, les effets sont en fait ambivalents. Certes, les emplois sont moins productifs pour le moment, mais si l'activité redémarre, le fait d'avoir conservé leur main-d'œuvre permettront à ces entreprises de pouvoir rapidement rebondir. On pourrait évoquer aussi d'autres facteurs, mais l'idée générale est que la productivité manquante n'est pas si alarmante, car elle résulte en fait d'une meilleure intégration sur le marché du travail des personnes les moins productives, et à une conjoncture défavorable de certains secteurs qui commencent peut-être d'ailleurs à s'améliorer, comme sur le secteur de la construction. Pour conclure, la France présente quelques faiblesses plus ou moins sérieuses. L'endettement doit être surveillé, car il peut rogner la capacité à préparer l'avenir de l'État, mais il ne doit pas non plus être exagéré. Par exemple, le risque de faillite de l'État n'est pour le moment pas du tout une option crédible. Pour la productivité, là aussi les chiffres un peu inquiétants d'un décrochage sont en fait à relativiser, puisqu'ils peuvent s'expliquer en grande partie par des facteurs en réalité plutôt positifs. Par contre,
En matière de commerce extérieur, il y a là une faiblesse sérieuse et qui ne semble pas pour le moment se résorber. La France est en effet intégrée dans des réseaux de libre-échange et subit des logiques de dumping sans parvenir à tirer son épingle du jeu vis-à-vis de ses partenaires commerciaux. Je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Nous nous intéresserons à un autre pays. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire lequel pourrait vous intéresser en commentaire. Et n'oubliez pas de liker et de vous abonner.